Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre quatrième édition du Forum Politis ONS. Comme je disais, Forum Politis ONS, l'ONS, c'est l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, notre ONG que vous connaissez déjà tous certainement, qui donc s'est donné pour mission de lutter par les moyens politiques, d'accord, pour pouvoir donc pousser ou emmener les Africains ou le continent africain tout entier à se libérer de la domination néocoloniale occidentale et française en l'occurrence. Et dans le cadre de cette lutte, elle s'est donné un chronogramme d'action qui a été bien présenté à travers donc le pacte néo-panafricaniste que nous étions censés présenter donc lors de la conférence de Bamako qui avait été prévue et qui est toujours d'ailleurs prévue en attendant simplement que notre organisation soit dans des conditions favorables pour pouvoir le faire. Donc l'ONS, c'est cette organisation donc, qui a décidé donc de se battre pour emmener la libération du continent africain. Alors, cette libération passe nécessairement par un certain nombre de choses que nous avons prévues, notamment sur le plan judiciaire. Étant entendu que depuis l'époque coloniale, les puissances occidentales et singulièrement la France, d'accord, c'est toujours illustré par l'assassinat ou du moins l'élimination physique des leaders qui ont résisté à la pénétration coloniale. Au moment de la décolonisation, nous avons également été confrontés à cette même réalité, donc venant de la part des puissances occidentales impérialistes, en l'occurrence la France, toujours la France, d'accord. Et après les indépendances, nous avons eu également, dans le cadre d'une logique néocoloniale, c'est cette France qui a continué donc toujours à persécuter les fils et les filles d'Afrique qui à un moment donné de leur histoire, ont décidé de se lever pour s'opposer au néocolonialisme français. Donc, c'est dans le cadre donc, de ces assassinats politiques, ou du moins dans le cadre de la lutte pour l'émancipation des populations africaines, que l'ONS a donc décidé de prendre à bras le corps cette thématique qui est très importante, puisque à travers l'assassinat, l'élimination physique des leaders panafricanistes ou nationalistes africains, la France a réussi donc à éteindre à un certain moment, d'accord, cette dynamique impulsée par certains de ses fils, donc sur le continent africain. Et donc, de la même manière que le peuple juif a poursuivi donc ceux qui ont été les instigateurs de la Shoah, d'accord, nous aussi, en tant qu'Africains, nous estimons que nous avons ce droit-là, puisque le droit international nous le permet. Et donc, c'est dans le cadre de cette optique-là que nous avons décidé de judiciariser, d'accord, les crimes d'État. Quand je parle ici des crimes d'État, il s'agit des crimes qui ont été commis par la France et la plupart des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales, qui ont permis à ces puissances d'assassiner des leaders africains, nationalistes, souverainistes, panafricanistes africains, tels que Thomas Sankara, tels que Oumniobé, tels que Barthélemy Boganda, tels que dernièrement en date, c'était bien sûr le colonel Muammar Kadhafi. Donc, c'est ce qui justifie ce thème aujourd'hui. Et donc, pour parler de ce thème, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur donc Silas Adaye Aouma, qui est le vice-président donc de notre ONG et qui par ailleurs était quelqu'un qui a un profil intellectuel assez fourni. Je vais vous faire l'économie effectivement de son profil intellectuel. Donc monsieur Aouma Adaye, en plus d'être vice-président de l'ONS, il est enseignant-chercheur donc en philosophie et bioéthique, donc à l'université de Montréal et à Bouaké, donc une ville de son pays d'origine, en Côte d'Ivoire. Il est
ancien enseignant donc, de philosophie à l'Académie de Reims, en Ardennes, en France, d'accord. Il est également diplômé des universités des sciences humaines de Strasbourg et Reims. Il a un doctorat nouveau régime en philosophie de l'université de Reims, Champagne en Ardennes, toujours en France. Il est détenteur d'un master en bioéthique et en sciences de l'éducation de l'université de Montréal. Directeur de publication de la revue scientifique Jaka Rich, auteur de 5 ouvrages, dont les titres sont Technosciences, Ontologie, Technique et philosophie en rupture systématique, Sillon philosophique, Crise et embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Ensuite, Balise bioéthique. Bon, ça c'est le sous-titre, Balise bioéthique. Et une trentaine de publications scientifiques. C'est vous dire que la personnalité qui va nous entretenir ce soir est assez chevronnée pour pouvoir aborder ce sujet, d'accord, pour lequel donc je vais, au cours de cet exposé, vous présenter les différentes étapes, du moins vous dire comment va se dérouler cette conférence aujourd'hui. Donc nous avons eu dans un premier temps les 5 minutes d'introduction que je viens donc d'épuiser là, à travers ce propos liminaire, d'accord. Ensuite, nous aurons 45 minutes d'exposé du conférencier, qui seront suivis évidemment par les questions-réponses, donc des personnes qui sont avec nous ici ce soir pour pouvoir assister à cette conférence. Et ensuite, nous allons donc conclure cette conférence par un mot de fin donc, du conférencier et évidemment par le mot de fin du maître de cérémonie que je suis, donc du moins de l'animateur que je suis. Voilà. Donc, voilà ainsi planter le décor. Je vais donc donner la parole à notre conférencier pour qu'il puisse déjà peut-être compléter la présentation que j'ai faite de lui ou peut-être la rectifier et ensuite rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Voilà, merci. Et bonne écoute à tous. Bonsoir à tous, bonjour à tous et merci d'être là pour cette essentielle interaction. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à la présentation qui a été faite, seulement dire que nous dédions cette intervention à notre ami et frère Niosire Kalala Omutunde. Il nous manque. Il nous manque. L'Afrique est à l'évidence dans le courant d'une onde impure qui prend racine dans la rencontre matinale avec l'extérieur nocif. Notre horizon est comme scellé par un pacte dont les effets sont hautement plus violents que ceux relatifs à l'offensive SS. Notre espace est comme habité par le triptyque SSS, souffrance, sang, silence. Aux initiés ou sachants, nous demandons de confirmer ou infirmer ici et maintenant la réalité d'un tel pacte. Sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux? En 1958 est assassiné Robben Oumyombe de l'UPC, Union des populations du Cameroun, après une traque menée par l'administration coloniale. En 1963 et 1978 sont respectivement neutralisés Sylvanus Olympio, président élu du Togo, et le Comorien Ali Swahili Nsachiwa. Tous étaient portés par un même idéal, émancipation à l'égard d'une tutelle coloniale étouffante. Ces meurtres et bien d'autres, tout en marquant dans l'histoire de l'Afrique, n'ont été l'objet d'aucun procès. Sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux?
L'ONS, l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, comme interpellée par une chorale substantielle, a en toute humilité l'intention de mettre une bride à cette fâcheuse tendance en optant pour la judiciarisation de certains cas hautement expressifs. Le triptyque SSS, souffrance sans silence, doit être jugulé, infirmé. Il est question d'exhumer et montrer sans voile les actes peu éthiques des pseudo-démocrates de notre temps qui écument nos hameaux et siphonnent nos réalités et perspectives par systématique judiciarisation. Nous les pousserons à respecter nos idéaux et ceux qui les incarnent. Nous allons donc nous déployer en 3 grandes séquences. Première séquence, historicité des crimes impunis. 2, de la nécessité des procès. 3, les incontournables balises. Judiciarisation des crimes d'État, tel est notre sujet de ce jour. La judiciarisation, c'est le fait de recourir de préférence à des solutions judiciaires pour régler les litiges. Elle est donc un refus ou l'abandon de la médiation ou l'accord amiable. Quant au crime d'État, c'est un crime commis par un ou des représentants élus ou désignés d'un État souverain. Il est perpétré par les moyens qui relèvent de l'autorité souveraine, comme l'administration et les forces armées. En droit, il est imputable à l'État en tant que personne morale. Pour ce qui nous concerne, la judiciarisation à laquelle nous appelons est une nécessité qui s'appuie sur la mauvaise foi des bourreaux et surtout l'aspect récurrent de leurs méfaits. L'Afrique a souvent invité à l'accord amiable, mais elle n'a essuyé qu'imbécile mépris. Passer à la judiciarisation des crimes d'État, c'est passer à l'étape substantielle qu'on n'aurait jamais dû mettre sous boisseau. Aussi, l'objectif général de cette judiciarisation est la mise en évidence des crimes de sang ayant fondamentalement marqué l'Afrique. Il est question de sortir de l'ombre ces graves atteintes aux droits humains, et cela en adossant nos intentions aux principes relatifs aux droits de l'homme. 1. Historicité des crimes impunis. Cette nécessité de prise en main du traitement judiciaire est légitime. En effet, il y a longtemps que les interventions militaires officielles et officieuses sont menées en Afrique. Il y en a eu plus d'une soixantaine depuis 1960. À cela, il faut ajouter, pour ce qui est de la France, celles sous-traitées à des mercenaires, Bob Denard et Paul Barry, et les interventions des forces spéciales ou clandestines de la DGSE. Et cela, généralement, sous le fallacieux prétexte de protection de la population ou celui de la nécessaire évacuation des ressortissants. Tout est fait pour une systématique ingérence au rélan économique jamais démenti. La liste de ces crimes jamais taquinés par le judiciaire est longue. SSS. Souffrance sans silence. Des plus récents, citons
complicité dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, complicité dans les crimes contre l'humanité commis au Congo-Brazzaville entre 1997 et 1999, les massacres de civils ivoiriens en novembre 2004, etc., etc., etc. L'Afrique était en droit d'attendre meilleurs réflexes des apologistes de la démocratie. Mais pour avoir une réelle compréhension de ce qui a cours, il faut avoir à l'esprit, pour ce qui est de la France, que sa politique militaire est l'affaire de l'Élysée. Depuis 2008, le gouvernement doit informer le Parlement 3 jours après une intervention militaire et solliciter une prolongation des opérations de plus de 4 mois. Les interventions secrètes échappent à ce dispositif. Par ailleurs, les victimes et associations ne peuvent déclencher d'enquête par constitution de partie civile pour crime. L'atteinte au principe de séparation de pouvoir est devenue norme. L'exécutif est tuteur du judiciaire. Tout récemment, cette désagréable tendance a été actualisée. En effet, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce 11 décembre 2024 un non-lieu pour la complicité de l'armée française dans le génocide Tutsi au Rwanda. Il s'agit du massacre des Bicécéros fin juin 1994. Alors que les massacres se déroulent, des civils ayant échappé au carnage se sont réfugiés à Bicécéro dans l'ouest du pays. L'armée française, présente dans le pays depuis des années, est sollicitée par l'ONU pour faire cesser les tueries. C'est l'opération turquoise. Mais comme ailleurs, elle ne fit rien pour endiguer la furie des tueurs. Ce procès qui innocente les militaires français est vu comme un énième déni de justice. Voilà ce qui en est dit dans le journal Le Monde. Le message de la Cour d'appel est clair. Circuler, il n'y a rien à voir. La justice avait été saisie par 3 associations, Survie, Ibuka France et la FIDH, ainsi que 6 rescapés du massacre. Pour François Granet, membre de Survie et spécialiste du Rwanda, cette décision est un déni de justice, et ce pour 2 raisons. À aucun moment, les juges n'ont considéré utile d'interroger la hiérarchie militaire. Nous avons demandé qu'elle soit interrogée, y compris le chef d'état-major du président de l'époque, François Mitterrand. Des documents classés secret défense, consultés par les historiens, ne l'ont pas été par les juges. Je ferme les guillemets. Aussi pour nous sera-t-il question de procès sérieux dans ce monde où justement la justice est censée mettre en posture droite tout ce qui est courbe ou porte atteinte à la dignité humaine. Exhiber les occurrences les plus consistantes et les mettre à la disposition de la justice africaine pour que justice soit faite. Tel est le fond et la finalité de notre déploiement. Cette nécessité s'appuie sur un constat suffocant. Aucune poursuite déterminée n'a été enclenchée pour faire rendre gorge aux États ayant, sans égard pour les dispositions légales internationales, usé des crimes pour s'imposer dans notre espace. L'Afrique, comme d'autres continents, a subi les assauts multiformes des cartels de prédation peu soucieux de la vie humaine. Des hommes mus par le souci d'émancipation de leurs concitoyens sont tombés sous les balles ou autres outils de neutralisation. L'ONS, Organisation néo-panafricaniste de souveraineté,
s'engage à désabriter certains faits et pousser les juridictions africaines ou nationales à faire ce qui est requis pour l'histoire et la nécessaire dissuasion des penchants criminels. De manière spécifique, les premiers volets de notre dispositif seront respectivement consacrés à Ruben Umniobe du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo et Ali Swali Ntashiwa des Comores. À travers leurs historicités, nous aurons à cœur de dénouer les faits et de montrer sans ambiguïté que ce qui leur est arrivé mérite lumière légale. Le fait que leur cas demeure jusqu'à ce jour hors de toute inquisition légale pose problème. Au nom de quelle discrimination, régularité ou réflexe, les bourreaux de ces dignes fils d'Afrique n'aient été poursuivis? Le silence qui orchestre cette réalité interpelle fondamentalement. Compte tenu du caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité, ces affaires devront être traitées par les juridictions assermentées, et ce, avec l'appui d'individus et instances indiquées. De la nécessité des procès. Au regard de la gravité des faits, il est indéniable que les responsables et coupables présumés méritent poursuite pour une clarification de ce qui s'est passé et une prévention contre les crimes de masse devenus systématiques outils de domination. Mais pour qu'il y ait procès, il faut des preuves et une formalisation régulière des éléments à disposition. L'ONS est-elle suffisamment outillée pour faire face à ces nécessités? Il est évident que l'ONS n'a a priori aucun moyen interne pour mettre en évidence des preuves et mener à bien un procès. Mais, dans ces affaires, il y a des éléments objectifs qui immédiatement pointent vers la responsabilité d'États étrangers. En effet, pour ce qui est du Cameroun, l'ONU a confié en 1946 à la France la tutelle de ce pays. Si elle l'a fait, c'est qu'elle considérait que la France avait la capacité de le gérer de manière adéquate. La sécurité des biens et des personnes faisait partie de ses charges. Elle disposait sur le terrain d'une force militaire et policière pour tout réguler. Aussi, la protection de Umniobe ne pouvait pas ne pas être de son ressort. Mais en lieu et place de cette protection, elle a préféré le traquer pour verrouiller tout élan indépendantiste. L'aura quasi mystique de Ruben Umniobe ou Mpodol, ce qui signifie porte-parole des siens en Bassa, fait rapidement de lui le penseur, le rassembleur et l'organisateur consistant très respecté par ses concitoyens. L'administration et la police française ne sont pas en reste, qui mentionnent sans ambiguïté ses qualités et la gêne qu'il représente pour le dispositif colonial. L'adhésion de la population qu'il suscite est si inquiétante pour la France qu'un haut-commissaire est affecté en 1955 au Cameroun pour en finir avec l'UPC. Umniobe n'a pas le choix. Il est acculé à la clandestinité dans une forêt de sa région natale. L'administration coloniale s'engage à le capturer ou à l'éliminer. La traque est lancée avec tous les moyens à disposition. Le 13 septembre 1958, son maquis est repéré et certains de ses compagnons arrêtés vont sous la torture montrer sa cachette. Il sera abattu par des supplétifs
sous ordre d'un officier français. C'est donc un choix que la France a fait qui protégeait ses privilèges économiques. Un tel choix engage fondamentalement. On ne peut en éviter les conséquences, surtout quand elles touchent à la vie humaine. Oumniombe n'est pas mort de paludisme. Il a été victime d'une traque militaire planifiée et violemment exécutée. La volonté de se défaire d'une emprise extrinsèque fait partie des droits de tout humain. Nul n'est censé accepter une tutelle agressive peu soucieuse du bien-être général. Oumniombe avait le droit de lutter pour l'émancipation de ses concitoyens. Et aucune entité n'avait le droit de neutraliser cette perspective. Aussi, du fait de ses obligations à l'égard du Cameroun, la France peut être tenue responsable de sa mort. Responsable dans le sens où c'est elle qui répondait de la garde de ce pays et de ses citoyens. Cette responsabilité à elle seule suffit pour qu'une action soit engagée contre elle. Outre cette immédiate responsabilité, il est clair que de massifs faisceaux pointent vers elle. L'action planifiée et exécutée par sa force militaire l'atteste indubitablement. Tout en place pour donner un contenu consistant à un procès. Pour l'ONS, l'Organisation non panafricaniste des souverainetés, la convocation judiciaire des entités suspectées ne peut être une option. Les bourreaux doivent payer pour les crimes réguliers dont ils ont manifestement du mal à se départir. L'Afrique digne refuse que ces forfaits soient définitivement tus. L'ONS attend du temple de Thémis qu'il fasse ce qui est requis et rien que ce qui est requis en pareille circonstance. Le faisant, l'ONS joue pleinement sa légale partition dans la pacification des rapports humains. Les Klaasfeld continuent jusqu'à présent la traque des nazis et leur mise à disposition de la justice. Et cela est très apprécié en Occident. L'ONS a l'intention d'inaugurer et populariser pareil réflexe quant aux crimes relatifs aux souverainistes de Kama. Il est proprement scandaleux que ce réflexe soit inusité. Une réalité qui assurément donne des ailes aux prédateurs criminels. Cette sourde impunité doit prendre fin. Aucun peuple ne peut à perpétuité être le souffre-douleur d'un autre. La loi doit être convenablement appliquée pour apaiser les douleurs au nom d'un vivre ensemble assaini. Incontournable balise. Il est évident que ce dispositif juridique ne peut être mis en place sans certaines balises. En effet, il faut dans un premier temps s'assurer qu'aucun procès concernant nos différents héros n'ait jusqu'à présent connu un début d'exécution. S'il y en a déjà eu un, il faut se documenter pour en comprendre le contenu. Dans une telle perspective, l'ONS pourrait aider à une intense communication des données. Mais s'il s'avérait que cela n'a pas été fait, alors l'ONS mettra en branle son dispositif. Celui-ci commencerait par le consentement régulier des ayants droit. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent de notre initiative.
ce qui passe par une information claire sur les intentions ou objectifs de notre organisation. Les actes et perspectives doivent être exposés aux familles respectives. Il n'y a pas de consentement sérieux sans information précise et engagement. On n'adhère qu'à ce qu'on connaît. Cette phase est d'autant plus importante que tout procès réveille les faits qui, en l'occurrence, sont violents et hautement déstabilisants. Cet aspect psychologique est à prendre en compte qui peut pousser à un refus des familles. Il y a aussi l'environnement politique qui peut être déterminant. Au Cameroun, par exemple, le cas de Oumiobe est relativement clivant. Il se peut que l'absence de procès le concernant soit liée à l'absence d'une véritable alternance politique dans ce pays depuis l'indépendance. De manière générale, il faut que les ayants droit soient suffisamment déterminés pour accepter la tenue d'un procès qui pourrait avoir des répercussions sur leur environnement et vie immédiate. L'ONS devra s'appliquer à démontrer que le rapport coût-bénéfice sera nécessairement avantageux à différents égards. Il est donc question de convaincre. Et un tel pari n'est pas gagné d'avance, qui nécessitera l'implication des professionnels du droit. L'apport des juristes sera déterminant dans cette phase. Ils devront aider à mettre en place un dispositif d'effets et jurisprudence pour faciliter ce nécessaire consentement. Mais en dehors de ce rapport à la famille, l'ONS devra s'appuyer sur un groupe de juristes aguerris qui précisera les juridictions indiquées pour ces procès substantiels. Dans un premier temps, conseil, ce groupe pourrait prendre en charge le déploiement et la concrétisation des attentes légales. Il lui appartiendra de fixer et organiser les dispositions requises. Une fois l'accord des familles et des juristes acquis, l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, l'ONS, devra, à travers ces différents réseaux, communiquer massivement sur les cas traités. Des débats ou conférences en passant par l'implication de la jeunesse, tout sera mis en œuvre pour que l'essentiel soit su. Le caractère proprement éducatif de ces procès sera mis en exergue pour mettre à la disposition des chercheurs une archive consistante. Pour conclure avant débat, disons, l'ONS doit réussir ce fondamental pari. Tout concourt à la concrétisation de ces procès qui, à n'en pas douter, donneront un signal fort aux agresseurs du continent. Il faut mettre un frein au penchant criminel des voyous internationaux qui, sans retenue, usent de la violence pour s'approprier nos ressources. L'Afrique n'a jamais été une terre sans maître. La volonté d'infirmer toutes nos perspectives heureuses doit être endiguée par une judiciarisation systématique. L'ONS peut rationnellement inaugurer cette possibilité qui, au demeurant, reste ce qui effraie les prédateurs. Il faut, du moins, protéger l'Afrique dont la richesse voilée et dévoilée met en transe la pègre polychrome. À défaut d'armes nucléaires, nous avons l'obligation d'opérer avec les moyens réguliers à notre disposition, au rang desquels figure la judiciarisation des litiges. Pour ces affaires, l'ONS devra procéder méthodiquement.
Si les strates de ce déploiement sont bien structurées et calendarisées, l'ONS aura participé à une œuvre salvatrice d'envergure consistante. L'apathie face à la défiguration planifiée et continue de nos positivités ne doit plus être de mise. Imposer par la communication, l'action et la légalité le respect de ce qui est à nous, qui est nous, ou à tout le moins s'identifie à nos fondamentales volontés. L'Afrique actuelle est sans équivoque en quête d'action positive. Nous avons l'obligation d'agir concrètement pour faire chorus avec cet appel de fond qui silencieusement nous interpelle. C'est plus que jamais le Kairon, c'est-à-dire le moment opportun. Merci. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions une fois de plus le conférencier, le docteur Aouma, pour ce brillant exposé. Et nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain, en tout cas lors de la 5e édition du Forum Politis ONS. Je vous remercie.